Ce dimanche, sur Zone Franche, nous donnons la parole à la jeunesse, cette frange de la société même qui est considérée comme le fer de lance de tout développement dans une nation, mais également qui joue un rôle prépondérant dans la vie politique d'un pays. C'est donc de leur droit, ces jeunes, d'avoir leur opinion sur les sujets qui tiennent le haut du pavé dans l'actualité. Ces derniers jours, Dieu seul sait qu'il y en a assez qui puissent faire objet de décryptage, de discussion, qui puisse retenir les attentions. Darius Albéric Sedjo Dagan est notre invité du jour. On parlera avec lui politique au plan national. On parlera 2026, et qui semble toujours un sujet tabou au Bénin à moins de 3 ans des échéances majeures que connaîtra cette année. Et si le temps nous le permet, on fera tour au Sénégal, au pays de Macky Sall, ce pays où un jeune est au cœur de l'actualité politique. Monsieur Dagan, bonjour et merci de passer sur Zone France ce dimanche. Bonjour monsieur le journaliste, Voilà. avec plaisir. Mesdames et messieurs, vous connaissez le principe de cette émission. Elle est animée en duo ce matin. William Cliquant est toujours là, fidèle à son poste. William, bonjour. Bonjour Franck, Albéric Dagan, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, merci d'être venus dans nos murs pour décrypter l'actualité dans Zone Franche de ce dimanche. Déjà, nous allons commencer par l'actualité politique et le sujet culminant de cette actualité depuis quelques jours. C'est bien le retour au devant de la scène politique au Bénin de Boni Yayi, ancien président de la République. Est-ce que vous lisez de Gaulle déjà une polarisation de retour dans la politique au Bénin? Merci. Permettez-moi au début de vous dire que je respecte beaucoup la personne du président Boni Yayi qui a consacré 10 ans de sa vie au service de la nation. Je voudrais juste dire que l'opposition au Bénin n'apprend pas de ses erreurs. Pour moi, Yayi Boni n'a jamais quitté la politique. De 2016 à aujourd'hui, il est resté toujours collé à la politique béninoise. Et l'opposition lui doit ses échecs passés. Prenons 2019. Yayi Boni a été à la base de ce qui s'est passé en 2019. 2020, il a fait échouer son parti de cœur. Je laisse 2021. Avec tout ce qui s'est passé, qu'on continue de gérer jusqu'à présent, sorti Madrou de la prison, il a été au cœur de tout ça. 2022, c'est le discours de Yayi Boni qui a fait gagner la mouvance. Donc je pense que ce n'est pas nouveau, c'est du déjà vu. Albéric Dagan, c'est trop facile de dire que c'est Yayi qui a fait les crises politiques. En 2019, il n'était pas à la Sénat pour trouver des fautes mineures ou majeures, ou il n'était pas à la Cour constitutionnelle pour trouver un certificat de conformité à un moment où cela n'était pas prévu dans les règles du jeu. Pareil pour les différentes élections dont vous avez parlé. Vous parlez de 2020. FCBE, en ce moment déjà, avait fait une fronde et s'était séparé de Boni Yayi qui avait déclaré que ce n'était plus son parti. Ok, on ira pas à pas. On commence par 2019. Vous savez, l'opposition qu'on avait en 2019 n'était pas constructive. C'était tout ce que la rupture faisait était mauvais. C'était devenu un conflit Talon-Yayi. Et lorsque l'opposition n'est pas constructive et est critique, ça radicalise le pouvoir en place. Yayi Boni aurait procédé autrement. Yayi Boni aurait pu quitter la scène politique et il aura des ouvertures. Je me rappelle bien, le pouvoir en place, si le chef d'État n'était pas de bonne foi, il n'allait pas recevoir les partis politiques à la présidence. Je me rappelle bien, suite à cette histoire, le président Talon a reçu les partis politiques. On en a fait quoi? On lui a donné des directives. Et finalement, on a connu la crise de 2019. Il a été au cœur de la crise de 2019. Vous avez encore les images. Il était au marché d'Antopa avec des flics. Problème avec des flics. Donc, il a été au cœur de la situation de 2019. Et c'était devenu un rapport de force entre le président Talon et Yayi Boni. Yayi Boni aurait pu se calmer, se caser et rester dans son coin. Et on n'aurait pas connu la crise en 2019. Talon faisait pareil avant 2016. Il campait l'actualité, il campait l'opposition avec les partis comme l'Union fait la nation, les autres candidats indépendants. Yayi Boni n'avait pas fait à son tour la même chose pour qu'il n'aille pas aux élections ou pour qu'on ait un parlement monocolore. Excusez-moi, Talon avant 2016 était quoi? C'était un opérateur économique. Mais très influent dans la scène politique. Attendez, laissez-moi. Talon, avant 2016, était juste un simple opérateur économique que Yayi Boni a révélé à la nation béninoise. Talon n'était pas, lorsqu'on est ancien président, excusez-moi, je respecte beaucoup la personne du président Boni Yayi, mais lorsqu'on est ancien président, on devient sage. On ne se mêle plus du tout et du rien. On reste dans son coin. Écoutez, si aujourd'hui on a un souci, on va se référer à qui? Qui peut dire les gars, stoppez? Yayi Boni devait rentrer dans cette position et non dans la position qu'il occupe aujourd'hui. Il devait être le sage à qui reviendra le dernier mot.
Oui, mais pourquoi ça vous gêne autant? Quelqu'un qui a encore de la force dans les muscles, qui est encore bien sur le plan sanitaire et qui aime son pays, qui veut se battre pour que les choses aillent mieux, qui veut faire un peu le contrepoids, pourquoi ça devrait autant gêner? Je vais vous dire quelque chose, vous vous trompez, ça ne nous gêne pas, ça nous fait même plaisir. Il nous fait gagner rapidement. Mais votre discours, ça non, ça nous fait plaisir, c'est juste que je donne des orientations. Mhm. Pour nous, moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme Boni Yayi dans le combat de 2026. Il va toujours nous aider, il va nous aider à vite gagner. Ah oui, comment dites-nous? Comment vous radicaliser comme par le passé pour qu'on en arrive à à des morts? morts? Pas du tout. Écoutez, on ira étape par étape. J'ai laissé 2019. Oui. En 2020, Allez-y. En 2020, Yayi Boni n'avait pas encore abandonné la FCBE. Lorsque on a validé la liste de la FCBE à la Sénat, c'est plus tard qu'il abandonne maintenant le bateau, la navire FCBE. Donc on ne s'est pas radicalisé. Et il a fait échouer son parti de cœur. En 2022, on lui a permis d'aller sur le terrain, on l'a vu sur le terrain. Il a fait le tour du Bénin pour combien de députés? Ce n'est pas les démocrates qui ont échoué en 2022. C'est Boni Yayi, c'est la défaite de Boni Yayi, ce n'est pas la défaite des démocrates. Les démocrates ont eu le même parti et le même nombre de députés qu'un parti au pouvoir soutenant les actions du président de la République. C'est un échec selon vous? Pour les démocrates, c'est un échec. Parce qu'il y a deux partis qui soutiennent. Vous savez, si le chef d'État, s'il y avait fusion des deux partis-là, les démocrates n'auront même pas le nombre de députés qu'ils avaient. Ça, c'est une spéculation. Non. Aucune lecture politique avec des éléments précis ne peut nous permettre de dire ça. Et quand vous dites que Boni Yayi doit être dans la peau du sage, vous me laissez sur ma faim parce que un pays comme la Côte d'Ivoire est animé en grande partie par des anciens présidents. Obama n'est pas à la retraite. François Hollande est sur tous les plateaux de tous les médias français tous les jours. Comment est-ce que vous pensez que c'est une obligation pour un chef d'État qui a fini d'exercer de ne pas être... Vous oubliez les histoires politiques. Chaque nation a son histoire. Justement. La Côte d'Ivoire n'a pas connu les mêmes histoires que nous. Si aujourd'hui, on veut que le président Talon... Vous savez, de 2016 à aujourd'hui, on a tout le temps vu les élections comme un conflit Yayi-Talon. La nouvelle génération n'a pas besoin de ça. On doit se départir, on doit s'éloigner de ça. Et Yayi Boni aujourd'hui, dans sa posture, ne nous permet pas de nous éloigner de ce conflit-là. Il n'est pas rentré dans vos chapelles politiques pour garder, enchaîner vos pieds. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez prendre la parole telle qu'on vous la donne ce matin sur Zone Franche. Vous pouvez mener des actions pour, de votre position. Je comprends que vous soutenez le régime en place. De votre position, lui donner des leçons de politique, mais seulement sur le plan politique. Après ça, c'est fini. Excusez-moi, prenez date. Regardez bien la date d'aujourd'hui. Au lieu qu'en 2026, on parle des projets de développement, vous verrez qu'au cours des élections, on parlera juste du problème Talon Yayi Boni. C'est ça qui vous inquiète en réalité? Oui, parce que moi j'aime les projets de développement. Moi j'aime débattre au cours des projets. On doit dépersonnaliser nos élections au Bénin. On doit laisser ce conflit-là entre deux amis, Talon Yayi Boni en 2026, et passer à autre chose. Pour ça, il faut des partis politiques forts. Vous pensez que le système partisan actuel nous donne des formations politiques qui nous permettent de nous départir du visage de ceux qui tiennent les listes? Et écoutez, je vais vous poser juste une question. Patrice Talon de quel parti politique? C'est ce qui fait l'échec même du système partisan que vous avez amené, parce que si, après avoir implémenté une réforme comme celle-là, il brigue la magistrature suprême sans parti politique, c'est que la réforme que lui-même a implémentée, son but premier n'a pas été atteint. Attendez. Le système partisan n'a pas échoué. On a fait des réformes. Attendez 2026 pour voir si les partis politiques ne vont pas proposer des candidats. Je vous rassure, en 2026, vous aurez le temps d'évaluer le système partisan après les élections de 2026. Mais là, maintenant, on vient de démarrer le système partisan. Vous aurez le temps de noter le système partisan après les élections de 2026. C'est vrai qu'on est allé un peu vite, puisqu'on aura le temps de parler de 2026 de long en large. Mais lorsqu'on prend un peu de recul, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe actuellement, ça va influencer négativement le développement de notre pays, ou c'est plutôt l'expression même de la démocratie dans un État comme le nôtre? Ce qui se passe actuellement, c'est l'expression de la démocratie. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un pays formidable où tout le monde, un opposant peut se lever, réunir du monde à la place de Guerra et dire « je reviens dans l'arène, je reviens dans le jeu ». Donc c'est l'expression de la démocratie. Maintenant, cette manière de faire la démocratie, c'est ce que je suis en train de dire. Yayi Boni ne nous donne pas la chance de vivre réellement la démocratie.
Tout ce que lui demande, si Yaïboni lâche aujourd'hui, vous verrez qu'en 2026, le président Talon aussi va lâcher. Mais si Yaïboni tient le discours qu'il tient aujourd'hui et se promène encore de rue en rue, de ville en ville, pour dire je veux faire échouer le président Talon, il va faire sortir le président Talon, qui ne sera pas candidat, mais qui va travailler comme s'il était candidat. Et là, ce débat-là ne donnera pas la chance à la jeunesse. Parce que vous voyez, le président Talon aura toujours besoin des anciens pour pouvoir gagner. Il ne donnera pas la chance. Je vais vous poser une question. Avec Yaïboni présent dans le jeu politique, dites-moi concrètement, qui est le leader de l'opposition actuellement? Qui l'opposition peut promouvoir en 2026? Qui est le candidat? Parce qu'il ne laisse la place à personne. Il ne fait pas la promotion des jeunes qui l'entourent. Il peut ne pas être, il peut ne pas aller au charbon. Vous savez, tout se prépare. Tout se prépare. Yaï, dans sa posture d'aujourd'hui, ne donne pas de la visibilité aux autres membres du parti. C'est pareil pour la mouvance, on ne voit pas le candidat de la mouvance venir dans les deux partis qui sont acquis le plus. Qui vous a dit ça? Dites-moi un nom. Dites-moi un nom de candidat qui vient dans la mouvance. C'est pareil. Qui vient dans la mouvance? Et même Talon, je me demande si vous êtes au Bénin. Si je suis au Bénin, donnez-moi des noms. Je me demande si vous êtes au Bénin. Donnez-moi des noms dans la mouvance. Attendez, il n'y a pas ce week-end où vous ne verrez pas des jeunes comme moi appeler le nom d'Olivier Bokor. Il n'est pas de la mouvance. Il est un parti de la mouvance. Il n'a pas ce week-end. Sillonnez, promenez vos caméras, sillonnez la vie, il n'a pas ce moment. Mais à part lui, on a deux grands blocs qui soutiennent les actions du président de la République. À part lui, vous pouvez citer encore quel nom? Je vous dis. Récemment, à la cliente, un jeune s'est vu coller, par exemple, une procédure pour avoir osé dire qu'il veut que le ministre du gouvernement... Vous avez vu le dossier. Vous êtes sûr que c'est juste ça? Vous êtes sûr que... Vous avez vu le dossier? Moi, je vous dis, si c'est qu'on arrêtait pour ça là, si c'est juste parce qu'ils n'ont pas arrêté, mais il y a une procédure en cours. Si c'était pour ça là, beaucoup de personnes iront à la tête. Moi qui suis ici, je suis le secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier. Mais il n'y a pas ce week-end là, on n'est pas sur le terrain. On a eu notre sortie le 24 ans. Olivier Bokor n'est pas membre du gouvernement. L'autre, il a dit, je suis dans le gouvernement et je voudrais travailler pour les dossiers de développement. Je ne suis pas encore prêt pour me mêler. On est en train de s'éloigner du sujet principal. Vous m'avez dit de donner des noms, le nom de quelqu'un de la mouvance qui est déjà sur le terrain, pour qui la jeunesse se bat déjà. Je vous ai donné Olivier Bokor. Vous avez souhaité d'autres noms. J'ai dit, je préfère garder ça. Olivier Bokor n'est pas une grande figure politique du Bénin. Jusque-là, on l'a connu dans l'ombre des politiques. Jusque-là, vous ne pouvez pas me dire que c'est une grande figure. Peut-être que c'est ce que prépare également Boni Yayi. Donnez-moi le nom d'une grande figure politique du Bénin. Vous posez beaucoup de questions alors que c'est nous qui devrions vous en poser dans cette entretien. Vous savez, en politique, il y a les hommes de l'ombre. Il y a les hommes de l'ombre. Et moi, j'estime qu'en politique, depuis 2016 ou avant 2016, même sous Yaïboni, Olivier Bokor a été l'homme de l'ombre. Il maîtrise la politique. C'est là où Patrice Talon a surpris les gens en 2016. Beaucoup se disaient qu'il n'était pas politique. Oh, il était plus politique. C'était vraiment l'intrus qui connaissait la maison. Il était plus politique que tous, parce qu'il était dans les coulisses et il gérait beaucoup de choses politiques. C'est le cas aujourd'hui chez Olivier Bokor. Il est inscrit dans un parti politique, donc il est politique. Avant 2016 déjà, Patrice Talon, ou des partis acquis à cause de Patrice Talon disaient Yaïboni c'est fini. Talon est venu, il a proposé la rupture. Aujourd'hui, Boni Yayi prend son mal en patience quelques années après, propose la rupture de la rupture. Donc ce tandem n'a jamais changé. Aujourd'hui, pourquoi ça dérange que Boni Yayi revienne au devant de la scène? Vous savez, la constitution est claire. Notre constitution ne permet pas à ce que quelqu'un fasse plus de 2 mandats. Talon a dit la rupture. C'est ce que vous êtes en train de dire. Yaïboni, dans sa posture d'aujourd'hui, ne devait pas être en train de dire ça. Yaïboni, dans sa posture, devait nous révéler d'autres jeunes, d'autres talents en politique, qui, normalement, doivent être sur le terrain, en train de se battre en sa place. Il occupe l'espace politique et il ne rend pas service à ses soutiens. Il ne rend pas service à ses militants. Il devait aujourd'hui quitter la scène politique, être un bon conseiller et permettre à d'autres jeunes d'émerger. Est-ce que vous avez toujours en tête le schéma de 2016 où il n'a pas pu proposer un candidat qui soit autour de lui dans son environnement immédiat, qu'il est allé chercher par exemple Lionel Zinsou? C'est de ces erreurs vous parlez? Non, quand je parle des erreurs, quand je dis que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs, je parle de tout ce qui s'est passé. Moi je laisse 2016. Je parle de tout ce qui s'est passé de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Regardez, 2016, on a eu 2019, ça n'a rien donné pour l'opposition. 2020, ça n'a rien donné pour l'opposition. 2021, ça n'a rien donné pour l'opposition. 2022, ça n'a rien donné.
et on n'apprend pas de ses erreurs et on affiche encore la personne de Oui, Boni Yayi. mais si la désignation de Boni Yayi en tant que président des démocrates était si mauvaise que ça, pourquoi en le sein on n'a pas eu de bruit de botte, on n'a pas eu des grincements de dents? Vous pensez que il a pesé de son poids, il a utilisé son influence pour taire des gens à l'interne? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez discuté vous avez échangé avec les militants qui étaient... Vous l'avez fait? Hum? Vous l'avez fait? savez, Qu'est-ce qu'on vous a dit? On est tous en politique. Moi, j'ai échangé avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, je ne dis pas qu'ils m'ont dit quelque chose. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de frustré de cette histoire? Vous pensez que tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. C'est pareil pour les désignations des responsables à la mouvance présidentielle qui parfois sont contestés, mais quelques jours après font des congrès et montent en grade ou ont des titres qui changent et qui sont plus puissants. J'ai comme l'impression que vous avez choisi de ne pas me comprendre. Je suis dans un rôle, le rôle du citoyen parce que je dis qui est là. Je dis bien qu'à l'heure là, à 2 ans des élections, Yayi Boni ne devait pas occuper, on ne devait pas voir Yayi Boni, on devait voir d'autres personnes. Moi, je me pose vous savez, donc c'est la personne de Boni Yayi qui dérange. Moi, c'est la personne de Boni Yayi. Vous savez, moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ceux qui sont avec Boni Yayi. Vous savez, il y a d'autres avec qui, j'ai connu, excusez-moi, le président Eric Ngoundete. Je faisais partie des premiers jeunes à avoir dit, on va soutenir ce monsieur en 2016. Et moi, je suis déçu aujourd'hui. Je suis déçu. De lui, de Ngoundete? Je suis déçu. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il est parti chercher dans cette histoire. Tu quittes le poste de président. Tu quittes le poste de président pour le poste de vice-président. Moi, je l'ai connu ailleurs. La politique, tout est... Non, attendez. Oui, allez-y. Je connais un peu. Vous savez, je suis un passionné de la politique. J'ai été membre de la Jeune Chambre. Pour moi, c'est le Sénat. J'ai failli dire sénateur et on était. Je l'ai un peu connu à la Jeune Chambre. Je connais l'ego de la personne. Je connais un peu la personne. Mais pour l'avoir vu faire à un moment donné à la Jeune Chambre, je me pose beaucoup de questions. Je dis bien, je ne veux pas citer de nom ici. Je fais partie des premiers jeunes à avoir dit en 2015, il faut qu'on accompagne ce monsieur-là. Mais je me pose des questions. Je suis sûr que là où il est, s'il devait parler, c'est que son ego est touché. Si le président Eric Ngoundete devait parler, c'est que son ego actuellement est touché. Mais peut-être au profit du grand monde, au profit du grand intérêt du Parti des démocrates. Quel intérêt? Les combats à venir, 2026 par exemple. Je vais vous dire quelque chose. On a fini le combat de 2026. Yayi Boni, dans sa posture actuelle, nous a aidé à gagner en 2026. Les contextes ne sont plus les mêmes. Je vous dis que Patrice Talon n'avait pas en son temps un bilan à défendre. Aujourd'hui, il a exercé le pouvoir politique pendant bientôt 10 ans et il aura un bilan à défendre. On aura des choses à lui reprocher. Un peu comme en 2000. Vous permettez, un peu comme pour les législatives dernières, vous avez vu que véritablement, si on doit faire un bon point, la mouvance ne s'en est pas aussi sortie que cela. La mouvance a combien de députés à l'Assemblée? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Non, pour quelqu'un qui a géré le pouvoir, tel qu'on l'a vu, les réformes et tout ce qu'il a engagé, ça devrait passer comme une lettre à la poste. À Parakou, par exemple, à Parakou, dans la 8e, vous avez vu que la mouvance a été laminée par les démocrates, par l'opposition. À Cotonou, pareil. Et on parle là des villes cosmopolites qui sont parfois le visage de l'expression des milieux. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous rappeler l'histoire politique du Bénin. Il y a des villes qui sont des villes d'opposition, qui sont des cités de l'opposition directement. En 1999, vous vous rappelez des élections de 1999? Est-ce que vous vous rappelez des élections de 1999? Qu'est-ce qui s'est passé? La Renaissance du Bénin a raflé un peu partout. Il y a des villes qui accompagnent, les métropoles accompagnent souvent le message de l'opposition. Ils accompagnent tout. Donc, ce n'est pas Yayi Boni, ce n'est pas quelqu'un qui a porté. C'est normal que ça se passe comme ça à Cotonou. C'est normal que ça se passe. Ce n'est pas une première fois. Mais nous avions connu les élections de 1999 avec 27 députés pour la Renaissance du Bénin. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, la RB avait 8 députés à Cotonou, avait même un député dans le nord à Parakou pour une première fois. Mais en 2021, vous avez vu les résultats? Vous avez vu les résultats de la Renaissance du Bénin du président Soglo en 2021? Ce n'est pas la même chose. En 2001, vous voulez dire? En 2001. Vous avez vu les résultats, ce n'est pas la même chose. Il faut se dire la vérité. Cotonou,
Parakou, les métropoles ont toujours accompagné. Est-ce que ce n'est pas parce que dans ces villes, il y a vraiment en miniature le pays et des gens d'un certain niveau, je n'insulte pas l'intelligence des autres, mais des gens de certains niveaux intellectuels, des gens qui savent analyser et qui savent, parce que tous les chefs d'État dont vous avez parlé, les scrutins présidentiels qui ont suivi ont été d'une manière ou d'une autre le vrai reflet du soutien ou non des populations à ces gouvernants. Vous êtes en train de dire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ces villes. Non, c'est faux. Il y a des personnes qui peuvent analyser l'atmosphère politique et d'une manière ou d'une autre décider d'un choix par rapport à la gouvernance en cours. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut dire que c'est juste parce que ceux-là qui sont dans ces villes-là ont accès aux médias. Et les médias orientent autrement les débats politiques. Ah bon? C'est l'orientation des médias. Sinon, je vais vous dire quelque chose. Écoutez. Donc nous désorientons le débat politique. Oui. Expliquez-nous comment. Expliquez-nous comment. Qu'est-ce que vous partagez concrètement avec nous? Vous avez dit que ce sont des villes qui, naturellement, accompagnent l'idée de l'opposition, tout ce que vous voulez. Maintenant, vous dites que c'est les médias qui désorientent le débat. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre analyse? Je suis sur votre et je ne vous ai pas rappelé des trucs. Rappelez tout, vous êtes sur Zone Franche. Je ne voulais pas rappeler les flux. Je me rappelle de Canal 3, le Canal 3 la chaîne Canal 3 que j'ai connue de 2013 jusqu'en 2015-2016. C'est une orientation. On avait vu le débat de Canal 3. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas que les gens analysent, ce n'est pas que la classe politique, les intellectuels sont dans Cotonou. Vous savez, si vous êtes aussi intellectuel. Revenons au bilan du chef de l'État. Vous étiez en train de dire que Patrice Talon aura son bilan à défendre en 2026, ou bien, si je ne me trompe pas, mais Patrice Talon n'aura pas un bilan à défendre. C'est visible, les actions de Patrice Talon. Les actions de Pour Patrice cela, il va croiser les bras. Je vous dis, il a le une chambre et remporter le combat, le challenge. Écoutez, est-ce vous ne verrez pas Patrice Talon en train de faire campagne en 2016 parce que ses œuvres parlent pour lui. On ne s'accorde pas forcément sur son bilan. Tous les Béninois ont leur opinion, chacun a sa perception. Peut-être c'est perceptible selon vous. Pour d'autres, il faut montrer encore d'autres choses. Ou pour d'autres, il y a des problèmes plus sérieux qu'il n'a pas touchés pendant sa gouvernance. Donc, on n'est pas forcément unanime sur le bilan d'un chef d'État, qu'il soit Patrice Talon ou qu'il soit un autre gouvernant au Bénin ou ailleurs. 90% des Béninois, je dis bien 90% des Béninois, quand vous discutez avec eux, sont unanimes sur le fait que... Ce sondage vient d'où? Je vous dis 90%. Bon, si je vous donne la chance d'aller consulter les Béninois pour voir, je vous donne la chance, je vous dis comment les Béninois. Dans les marchés, ça crie, dans les foyers également, ça crie, peut-être autour de vous, on ne sait pas, puisque vous êtes... Parce que nous, on est tout le temps en contact des Béninois sur le terrain, nous, on n'entend pas ce que vous avez dit. L'Institut de sondage qui vous a donné cette donnée nous intéresserait beaucoup. Je vous dis bien. Ah non, c'était pas 7 heures. J'aime bien vous dire, dans les marchés, ça crie. Et ça crie encore où? Écoutez, dans les ménages. Écoutez, vous savez, Patrice Talon, c'est un génie. Excusez-moi, parce que les problèmes que Patrice Talon a connus, aucun président n'a connu ces problèmes-là. Mais il a su gérer ce pays. Aucun président n'a connu la fermeture de 2 frontières simultanément. Aucun président. On a eu des soucis avec le Nigeria, ils ont fermé leurs frontières. Après, c'est le Niger. Et pourtant, ils gèrent le pays. Et pourtant, à côté de vous là, juste à côté de vous là, ils ont commencé par mettre l'échangeur de verre de corps. Le pays marche. Il a connu la crise économique de 2008, la crise mondiale, la crise des subprimes. C'était une conjoncture économique externe, un peu comme la guerre en Ukraine aujourd'hui, un peu comme la fermeture des frontières. Il a connu la fermeture des frontières avec le Nigeria. Il y en a eu également. Écoutez. Yaya a connu la crise, c'était mondial, c'était général. Pendant la crise là, le Nigeria n'a pas fermé ses frontières. Le Niger n'a pas fermé ses frontières. Pendant la crise là, au moins les conteneurs du port allaient au Niger. Au moins dans le temps de Yahi là, les gens quittaient le Nigeria pour venir payer des voitures au port à Semenkrake. Vous insinuez qu'actuellement nous n'en sommes pas impactés, que l'économie béninoise n'est pas à terre en raison de cette conjoncture économique? Qui peut dire qu'on est impacté, mais on ne sent pas ça parce que c'est un génie qui nous dit. Qui vous l'a dit? Vous avez essayé de voir les coûts des produits, vous avez vu la vie des transporteurs, vous avez suivi les reportages de Canal 3 Bénin dans le quotidien de ces personnes impactées par la crise. Apparemment, nous analysons 2 Bénins différents là. Non, ce n'est pas 2 Bénins différents. Nous n'analysons pas 2 Bénins différents. La crise est née comment? Vous avez dit l'impact sur la population. Vous êtes en train de prendre juste le secteur des transporteurs. Vous êtes en train de nous parler des transporteurs. Moi, je parle de la population en général. Les agriculteurs, les sodiaculteurs, les exemples, il y en a. Hein. Non, comment? Il y en a. Il y a un souci avec
avec les agriculteurs. On dirait que vous ne suivez pas l'actualité parce que là, tout le monde en parle. Écoutez, moi je suis dans le secteur. Excusez-moi. Oui, allez-y. Je suis dans le secteur de soja. Je peux vous dire en réalité ce qui s'est passé. Vous êtes à quelle position? Acheteur? Je suis acheteur. Producteur. Moi, j'ai parlé des producteurs. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur de soja? Vous avez dit, en temps normal, on devait même applaudir le chef d'État. Il a le courage de proposer des réformes. Il a le courage. Qu'est-ce qu'on fait? On produit le soja, on envoie ça à l'état brut en Chine, en Inde, et on nous renvoie ça sous forme de biscuits. Ça nous revient sous forme de biscuits, on transforme ça, on nous renvoie ça. Voilà quelqu'un qui dit, bon, désormais, on ne va plus vendre nos soja à l'état brut, mais on va transformer ça chez nous. Il faut le féliciter pour ça. Est-ce que la GDIZ a la capacité de transformer tout le soja pris du Bénin? Sinon, j'entends dire qu'une bonne partie de ce soja a dû être exporté à l'état brut, ce qu'on évitait aux populations. Savez, on est sur une chaîne, et on va se baser sur les réalités. Est-ce que vous avez été à la GDIZ et ils ont dit qu'ils n'ont pas la capacité de transformer le soja du Bénin? Informez-nous. Non, je vous ai posé la question parce que moi j'estime que si le chef d'État a fait ça, c'est qu'il a pris ses précautions et que la GDIZ maintenant est en mesure de transformer le soja du Bénin. C'est pour ça que je vous dis aussi que des sojaculteurs nous ont confié que le soja pris par l'État béninois a dû être exporté autrement. C'est pas ça. Il a eu un souci de coût. Dites-nous alors. Ils ont eu un souci de coût. Ils avaient déjà des contrats. Vous savez, avant qu'ils ne commencent même là, je vous explique un peu le secteur. Avant qu'ils ne commencent pas à labourer le champ du soja là, ils prennent déjà des engagements avec des gens. Ils prennent de l'argent chez des gens. Et eux, ils espéraient déjà vendre le soja à un tel prix pour des Chinois. Et peut-être que l'État a refusé de payer à ce prix-là. Ce n'est pas la même chose. C'est qu'ils ont gardé le soja. Oui, mais pour un État qui veut le développement d'un secteur, est-ce qu'on ne devait pas tenir compte de tous ces éléments d'appréciation avant de le faire? Ça a endetté certains producteurs qui ne se remettent pas aujourd'hui de ces dettes qu'ils ont à leur coût. Pourquoi l'État fixe le prix plafond? L'État a toujours fixé un prix. Est-ce que vous avez été dans le secteur? Le soja, là, on peut vendre même le soja à 500 francs. Vous pouvez signer un contrat avec un producteur aujourd'hui qui va vous dire 150, 200, et demain vous revenez et vous vendez le soja à 500 francs. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps nécessaire pour développer. Invitez-moi et invitez d'autres personnes. On aura le temps de faire le débat. On le fera. Du soja. Ne vous en faites pas. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les jeunes, vous prenez vraiment une part active dans le débat politique, dans l'opposition, dans la mouvance, dans d'autres partis politiques? Est-ce que les jeunes sont vraiment actifs en politique? Je dirais que dans la mouvance, les jeunes ont une part active dans la politique, mais dans l'opposition, il y a un vieux qui s'est encore levé aujourd'hui qui occupe... On ne va pas dire un vieux, c'est un ancien président. Un ancien président qui occupe encore l'espace réservé à la jeunesse. Je peux vous dire, vous ne voyez pas les jeunes de la mouvance. Je vous dis que moi, je porte la candidature de M. Olivier Bokor, que j'ai un mouvement dénommé Témoin d'Olivier, qui chaque week-end est sur le terrain, qui travaille, qui se bat. Les images sont ça suffit pour qu'on dise la candidature suffit pour qu'on dise que la jeunesse est au-delà. Attendez, c'est pas seulement ça. Vous avez vu la liste. On doit remercier le chef d'État pour ses réformes. Vous avez vu la liste présentée par le BR. Je suis membre du BR. En 2020, c'était que des jeunes. Moi, j'ai eu la chance d'être sur la liste du BR. J'ai été aux élections à Cotonou. D'autres jeunes aussi ont eu la chance d'être sur la liste du BR. Il a eu beaucoup de promotions politiques à la jeunesse ces dernières années. Il a eu beaucoup de promotions. J'ai plein d'amis jeunes qui ont été promus, qui ont été sur la liste BR. D'accord, promotion, positionnement, d'accord. Mais est-ce que vous êtes écouté dans vos partis? C'est ça le véritable problème. Nous sommes écoutés. Est-ce que votre voix porte dans les partis politiques? Notre voix porte. Nous sommes écoutés. La preuve est que quand on demande d'audience, moi j'ai des jeunes qui sont nommés, j'ai des amis à moi qui sont nommés à des postes stratégiques. Je ne veux pas leur faire de la publicité ici. Nous sommes écoutés. Chaque fois quand on ne va pas, on demande d'audience chez nos responsables, ils nous reçoivent et puis ils nous écoutent. Vous savez, il faut remercier ceux qui ont conçu le système partisan. Le système partisan a le mérite de vous révéler des jeunes. Je suis la preuve. Il y a quelques années, vous ne me connaissez pas. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Il faut remercier ceux qui ont conçu le système partisan. D'ici à 5 ans, 10 ans, vous pensez que tous les en griffe, ce que vous appelez vieux, seront au placard à la faveur de ces réformes portées par le système partisan? Si le système partisan continue, vous verrez qu'il y aura un changement de la classe politique. Il y aura un renouvellement de la classe politique d'ici 5 ans. Vous savez, 2026 déjà, beaucoup vont encore partir. Il y aura le renouvellement de la classe politique en 2026.
Pour quel gain pour le dernier des Béninois citoyens de ce pays? Parce que de nouveaux jeunes viendront ou parce que ces jeunes ont un programme de société? Vous l'avez reproché tout à l'heure au Parti des démocrates. Que préconisent finalement ces jeunes-là qui, à la cause de la gouvernance actuelle, pour les problèmes des Béninois? Je vais vous dire quelque chose. Quand tu es jeune, tu es réfléchi, tu es instruit, tu ne peux que soutenir le régime en place. Je vais vous dire des faits qui m'ont marqué moi. Je vais vous faire une confidence. Mon père vient d'Aboumé, ma mère de Ouida. J'ai soutenu Zinsou en 2016. Est-ce que vous suivez? Allez-y. Mon père vient d'Aboumé, ma maman de Ouida. J'ai soutenu, je me suis battu pour Zinsou, Lionel Zinsou, en 2016. Aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui m'a déjà marqué dans la gouvernance Talon. Je suis un enfant de pauvre, j'ai fait les écoles publiques. En notre temps, c'était difficile. On n'a jamais connu d'année scolaire sans grève. Parfois, c'est 4 mois de grève. Patrice Talon déjà a eu le mérite de régler ce problème-là. On était, écoutez... Contre les conventions internationales que le Bénin a ratifiées. Contre quelle convention internationale? Relative à l'OIT sur le droit de grève. On ne va pas refaire ce débat. Je vais vous laisser continuer dans votre développement qui allait intéressant. Écoutez, il a le mérite, le monsieur a le mérite de dire nos réalités ne nous permettent pas d'aller tout le temps en grève. Vous avez fait le point. Il y a quelques années, moi j'ai fait l'école publique. Il y a quelques années, on passait, à peine on faisait 4 mois, 5 mois de cours. On faisait 4 mois, 5 mois. C'était parce que certains manipulaient aussi, peut-être. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais le gars, il a eu le mérite. Il a eu le mérite de dire. Ouais, il a vraiment révélé le Bénin. De dire, écoutez, on va arrêter avec cette histoire-là. Nous étions des otages. Nous autres élèves, on était des otages pour les enseignants dans le temps. Ah, si on ne nous donne pas, si vous allez retrouver vos enfants dans les rues. Les malades étaient des otages aussi. Si on ne nous donne pas, si il y aura des morts dans les hôpitaux. Mais il a eu le mérite, il a eu le courage de dire, on arrête tout ça. Vous voyez, là où le Béninois est dangereux, c'est que on ne voit que le côté négatif de tout ce qui nous arrive. Quand on veut critiquer, on ne voit pas ce que la personne apporte de positif. Dans ces réformes-là, je peux vous dire 90% des réformes arrangent la population. Selon quelles données? Laissez-moi vous dire quelque chose. La dernière fois, j'étais quelque part, j'étais dans un débat où on me disait, tout est cher dans ce pays. Vous l'aviez aussi dit tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit, le gaz coûte cher, l'électricité coûte cher. On a commencé le débat, on était un certain nombre. Et j'ai dit à la personne, écoutez, nous ne sommes pas... On produit quoi? Nous sommes dans un état fiscal. L'État se base sur la collecte de l'impôt pour pouvoir élaborer son budget. Et dans ça, là, moi, par exemple, dans ma voiture, je suis tout le temps dans la climatisation. Dans ça, quelqu'un qui est rassasié choisit d'utiliser 100% tout le temps la climatisation et demande à ce que celui-là, le Zémidiamant qui a contribué, subventionne, pèse la subvention, parce qu'il veut se faire plaisir. Quelqu'un décide d'utiliser le gaz au lieu d'utiliser le charbon, on demande à l'État qui a collecté de l'argent chez les bonnes dames du marché de venir subventionner le gaz. Et pour ça, on a collecté sur celui qui réclame également. Mais c'est tout le monde qui collecte. Mais si vous choisissez être tout le temps dans la climatisation, vous deviez sortir de l'argent. Vous ne devez pas demander. On ne produit pas le pétrole. Alors, vous avez développé un point de votre idée qui m'intéresse bien. Vous avez dit en 2016, vous avez soutenu le candidat Lionel Zinsou. J'ai soutenu le candidat. Votre papa est d'Abomey. Malgré que mon père soit d'Abomey, que ma maman soit de Ouida. D'accord. Alors, finalement, je me suis battu. Oui, est-ce qu'on doit conclure que vous faites partie de l'un des frustrés de ceux qui n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent du côté de Boni Yayi? J'ai jamais fait Boni Yayi. Celui qui a soutenu Zinsou, c'est pas parce que Lionel Zinsou. C'est pas parce que il était quand même proche de... Excusez, c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai soutenu. Moi, vous savez, moi, je suis un passionné. Je suis un passionné de la lecture. Je suis un passionné du développement. Moi, je n'ai pas connu Zinsou tel qu'on nous l'a présenté ici. Vous l'avez connu où? Je l'ai connu dans des débats sur les chaînes de télévision. Après, j'ai eu la chance d'être désigné meilleur jeune leader d'Afrique. Et j'étais sur une conférence et je l'ai connu sur cette conférence-là. J'étais le jour-là, quand on a dit un franco-béninois, j'étais dans la salle et j'étais fier de montrer le drapeau du Bénin.
on peut dire oui, c'est mon compatriote. Comment soutenez-vous Lionel Zissou en Attendez. désapprouvant le bilan de Boni Yayi? Attendez, Vous devez permettre qu'on vous relance Attendez, très souvent. laissez-moi finir. C'est Oui. que vous ne me laissez pas aller au bout du Justement, jeu. allez-y. On a des préoccupations, on a Allez-y, beaucoup de oui. préoccupations. Vous devez normalement me laisser aller. Allez-y. Je vous dis, Sur la question, quelques minutes encore. quelques minutes, j'ai soutenu Zissou. Mais quand le président Talon est venu, a présenté son... J'étais toujours avec, parce que j'avais des acquaintances avec des gars de l'opposition, donc j'étais toujours dans ma posture. Mais quand j'ai vu que le président Talon a commencé par dérouler son projet, le PAG, son plan nation, et j'ai commencé par voir les réformes, je me suis dit, ah, là, je me suis trompé. Il faut accompagner ce monsieur-là. Donc, vous voyez, donc je n'étais pas d'accord à son arrivée, mais quand j'ai vu tout ce qu'il a accompli, c'est là que je me suis dit... Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes cassé la figure en soutenant Lionel Zissou, puisque finalement votre candidat n'a pas été élu? Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette infortune? Et pour corroborer la question de Franck, est-ce que vous savez que c'est le bilan de Boni Yayi qui en partie a fait le résultat de Lionel Zissou? Je vais vous dire quelque chose. J'étais pas membre du directoire de campagne. Normalement, vous deviez inviter Boni Yayi, lui poser la question de savoir parce qu'il a eu beaucoup de personnes. Non, il vous a sidéré, vous avez... J'ai aimé la personne. Il était tout, peut-être, sauf ça. Enfin, Il n'était pas politique. Voilà. Il n'était pas... Est-ce que ce n'était pas une erreur, vous, en tant que jeune qui connaissait un peu l'environnement politique de votre pays, d'aller soutenir quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, puisque vous rejetez le fait que ce n'est pas à cause de Je vais vous dire quelque chose. Talon a bien fait, mais Lionel Zissou était une chance, une opportunité énorme pour le Bénin. Moi, je suis toujours droit dans mon... J'ai accompagné Zissou, je dis, Talon, je soutiens les réformes de Talon, j'accompagne le pouvoir en place, mais la personne, laissons la politique, la personne de Lionel Zissou était une aubaine, une opportunité, et le chef d'État l'a compris. La preuve est qu'ils ont fait la paix, et peut-être il le constitue beaucoup de choses. J'ai vu Lionel Zissou à ses côtés. Écoutez, c'est une aubaine. Il n'était pas besoin d'être président forcément pour participer. Mais il participe, allez vérifier, il participe. Ben, il a voulu tenter sa chance. Il a de l'expérience, il a voulu tenter sa chance dans son pays. Ça n'a pas marché, c'est la démocratie. Pourquoi vous êtes cassé la figure si c'était quelqu'un dont vous décrivez le profil si bonnement? On ne s'est pas cassé la figure. Les gens n'ont pas voté contre Lionel Zissou, les gens ont voté contre Boni Yayi en 2007. Vous êtes cassé la figure. Il faut avoir les Boni Yayi. Donc vous qui avez soutenu Lionel Zissou avez en partie endossé le bilan de Boni Yayi. Aujourd'hui, je n'ai jamais été membre du FCBE. Vous pouvez vérifier. J'ai accompagné la candidature. Est-ce qu'il ne faut pas enlever cette personnalisation du débat et c'est ce que je de la demande politique? C'est Parce ce que on en revient finalement. C'est ce que je demande ça. C'est pour ça qu'il dit qu'en temps normal, Boni Yayi ne devait pas prendre la tête des démocrates. C'est pour ça. C'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Vous êtes revenu maintenant à ce que je suis en train de vous dire depuis le début. On doit dépersonnaliser le débat politique. En 2026, là, on doit faire l'effort pour que le débat politique ne soit pas Talon, Yayi, Boni. Ça doit être des projets de développement. Idée contre idée. J'ai envie qu'en 2022, moi je porte déjà la candidature de Boni et d'Olivier Bokor. J'ai envie qu'en 2026 là, qu'on invite quelqu'un qui porte la candidature, certainement d'Éric Gounete ou de tête en peu dans l'opposition, qu'on échange sur des débats, qu'on échange sur, mais pas sur des projets de Yayi comme Talon. Il faut tourner les... On a besoin, le verre est tiré. On a besoin le verre est tiré, sauf qu'en 2026, il ne sera pas candidat. Le débat va se faire certainement autour de Talon, Yayi. Ils ne seront plus candidats à rien du tout. Mais est-ce que ce n'est pas finalement l'expression d'une peur qui vous anime sur le terrain politique? Il va vous rendre la tâche bien difficile. Écoutez, cette histoire-là, on n'a pas peur d'eux. On aura le temps, après les élections de 2026, je reviendrai ici. Sur quoi comptez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire en 2026? Écoutez, aujourd'hui là, que vous le voulez ou pas, Talon est porté par la population. Talon est populaire selon vous? Talon est très populaire. Plus que Boni Yayi? Plus que Boni Yayi. Je vous dis, Talon est très populaire. La preuve, j'en ai pour les élections passées. Les élections au Bénin depuis un temps, un niveau d'abstention record. Je vous prie de ne pas vous baser sur les suffrages et je vous prie de vous intéresser peut-être à d'autres données sociologiquement politiques. Vous avez ces données-là. Vous avez ces données. Et écoutez, j'ai comme l'impression que dans ce pays, vous voulez quelque chose de son contraire. On n'a rien. Je vous dis bien qu'on n'a pas de richesse. Pour le moment, on n'a pas de richesse qu'on exploite. Le monsieur s'est battu. Il a construit les marchés pour nous. Nous avions connu l'asphaltage. Nous avons transformé. Aujourd'hui, nous sommes un pôle touristique. Vous rentrez aujourd'hui au Bénin, le Bénin a changé. Ça, c'est Cotonou. Laissez-moi, c'est pas Cotonou seulement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hier, chez nous, là, moi, là, j'ai grandi à la place de l'Étoile. Quand j'étais en première terminale, là, c'est la station. J'allais à la station de l'Étoile pour faire mes exercices. C'est pas parce qu'on n'avait pas le compteur d'électricité à la maison. Hein.
On avait bel et bien le compteur militaire. On avait le délestage. On n'avait pas le courant. C'était instable. Les réseaux c'était instable. Mais aujourd'hui, c'est stable. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus ce qu'on appelle. Aujourd'hui, hier, il n'y avait pas l'eau dans les collines. Mais aujourd'hui, il y a l'eau dans les collines. En dehors de l'Étoile Rouge, vous avez grandi dans quel pays, dans quelle partie du Bénin encore? Quelle partie du Bénin vous connaissez qui aujourd'hui a changé véritablement d'aspect? Quelle partie du Bénin que je connais? Vous avez dit que vous avez grandi à l'Étoile Rouge, c'est ça? J'ai dit j'ai grandi à l'Étoile Rouge. Oui, après vous avez exploré quelle autre zone je connais, écoutez, je connais tout le Bénin. Je connais les 77 communes. Donnez-nous des exemples. Des exemples de transformation. Vous avez été à Porte-Nouveau. Moi, j'ai été à Porte-Nouveau la dernière fois, je me suis perdu. Ne parlons pas des grandes villes. Ce sont des vitrines du pays. Bon, je vous ai dit que je suis acheteur de soja. La dernière fois, il y a 2 ans, je me suis dit, parce que j'ai des gars qui travaillent pour moi, qui sont sur le terrain, je me suis amusé à aller sur le terrain. J'ai pris la voie, je peux me tomber, comment on appelle, Nati Tengou, Malanville. Non, Nati Tengou, c'est dans la Takora, Malanville, c'est dans la... Non, Nati Tengou, comment on appelle la frontière, la ville, j'oublie le nom. On va y revenir certainement. Non, attendez, j'oublie, Nati Tengou, Karimama, j'oublie un peu le nom, mais j'ai pris une voie là, mais j'ai dit waouh, parce que c'était dans la brousse, mais on a travaillé là. Il y a eu des transformations un peu partout. Vous avez travaillé sur le niveau de vie du Béninois, le pouvoir d'achat du Béninois, pas des gros bonnets, du dernier des Béninois. Est-ce que vous y avez pensé? Je vais vous proposer quelque chose. Vous allez inviter juste après moi quelqu'un de l'INSAE qui vous donner les données, les agrégats macroéconomiques demeurent des données. La réalité empirique. La réalité aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que j'ai toujours dit. C'est pas la première fois que je le dis. Qui a travaillé, on ne lui a pas payé son salaire. Qui a travaillé et n'a pas eu de l'argent. Je vous dis la vérité. Qui a travaillé et n'a pas eu de l'argent. Le RIM Talon aura le mérite de révéler aux Béninois leur niveau de vie correct, le niveau réel. Qui a travaillé, écoutez, qui a travaillé n'a pas eu de l'argent. Personne dans ce pays n'a travaillé, n'a pas retrouvé de l'argent. Je dis, écoutez, les gens refusent de travailler comme en France. En France, vous allez voir quelqu'un qui a 2 jobs. En France, vous allez voir quelqu'un qui sort d'un boulot le matin et qui ne rentre pas chez lui, jouer au Honestbet ou parler de la politique sous l'arbre là, qui se retrouve dans un autre job. Mais qui est à l'aise. Aujourd'hui, la jeunesse de mon pays là, c'est quoi? Il y en a également, non? Il y en a au Bénin qui quittent agent de sécurité. La nuit, c'est le Zémidian. Le lendemain matin, il faut faire quelque chose rapidement. Est-ce que vous avez vu ceux-là ne vont jamais se plaindre parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent. Mais lorsqu'on a eu de l'argent, on a eu son salaire, et qu'à côté les produits sont chers, vous n'allez pas me dire quand même que la façon dont vous payez les produits il y a quelques années en arrière ou avec une certaine enveloppe, quoique maudit qu'on a l'habitude de ramener un peu d'articles à la maison pour régler des problèmes, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On me parlera peut-être de la guerre en Ukraine, des trucs, des ci, de ça, mais en interne, il faut quand même agir pour que le pouvoir d'achat ne subisse pas les influences de... Excusez-moi, vous avez dit que je vous pose toutes les questions, j'ai bien envie de me poser la question à mon ami là. Je vais vous poser une question. C'est parce que le président Talon est devenu président qu'aujourd'hui les trucs sont chers dans le pays. Non, on n'a pas dit ça. Mais les gouvernants doivent réfléchir à nous proposer des solutions alternatives. Mais il y a des solutions. Ils ont proposé des solutions. C'est ce problème-là. Il y a des solutions. Le gouvernement travaille à ça. Pourquoi vous ne parlez pas des solutions? Pourquoi vous ne parlez pas de tout ce que le gouvernement a apporté de plus et vous êtes en train de peindre en noir tout ce qui... on pose des questions. Les trains à l'heure, vous en parlez, nous on parle des trains en retard. Vous parlez des trains qui sont à l'heure, nous on parle des trains en retard. Il y a des solutions. J'aurais aimé, vous savez, je ne peux jamais dire que le régime actuel va résoudre tout le problème du Bénin en disant c'est faux. C'est parce que nous on est conscient du fait que le régime ne peut pas résoudre tout ce qu'on a comme problème en disant que déjà nous on a commencé par préparer 2026 et on a commencé par dire quelqu'un qui peut faire comme le régime actuel et qui peut mieux faire, c'est M. Olivier Bokor. Vous savez que vous parlez d'un sujet tabou 2026, on n'en parle normalement pas actuellement, vous savez ça? Qui a dit ça? Qui a dit qu'on n'a pas le droit de parler de 2026? Vous savez que les gens ont démissionné du gouvernement pour ça? Ça ne veut rien dire. Il a démissionné parce que écoutez, le gars dit je veux me battre pour tel candidat. Et j'ai déjà dit sur une chaîne de télévision, vous et moi n'étions pas dans la salle.
On ne sait pas tout ce qui s'est passé. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que c'est en désobéissance à la ligne de conduite du système partisan que le ministre Omeki est parti. Donc, d'une manière ou d'une autre, il confirme. Vous êtes sûr qu'il a dit en désobéissance? Il n'a pas dit ça. En ne respectant pas la ligne de conduite du gouvernement, du système partisan. Je l'ai dit du système partisan. Donc, je lis entre les lignes, analyste politique que je suis, que d'une manière ou d'une autre, il confirme ce que Omeki a dit, les différentes déclarations qu'il a faites après son départ. Vous qui aujourd'hui militez déjà pour un candidat, on va faire l'effort justement de ne pas trop citer les noms, pour un candidat aujourd'hui dans la mouvance présidentielle et qui parlait de 2026, est-ce que vous savez quand même que c'est glissant d'en parler actuellement? C'est pas glissant. Vous savez, tout se prépare dans la vie. Et nous autres là, mouvanciers, qui avions commencé par préparer 2026 là, ils doivent quand même nous féliciter. Parce qu'on avait laissé le terrain à l'opposition. Vous avez vu, si 2026 ne se prépare pas là, vous avez vu le thème utilisé par les démocrates pour leur congrès. Je vous invite à vous référer au thème. Ça veut dire que l'opposition prépare déjà 2026. Et nous là, nous on ne va pas croiser les bras et maintenant dire, on attend les directives de nos partis et se faire lyncher, se faire battre par l'opposition là. Nous, on va déjà se mettre sur le terrain. Nous allons déjà orienter le débat politique. Donc les partis sont absents dans le débat politique alors? Je ne dis pas. Ils sont dans le débat politique, mais ils n'ont pas l'orientation correcte. Normalement, actuellement, on doit être concentré sur 2026. Et vous savez, nous sommes au pouvoir, mais ils sont concentrés sur la gestion du pays. Mais nous autres militants, on a le devoir d'animer le débat politique. Oui, soit on vous constate ce que vous dites. Lorsque vous faites partie, vous avez dit que vous êtes du bloc républicain. Et là, vous vous détachez pour créer des mouvements, peut-être pour déjà voir 2026. N'est-ce pas une façon de casser un peu, d'aller contre, de ramer à compte courant, de ne pas respecter la discipline du groupe? Poser le débat en votre sein et décider de quelque chose au lieu d'avoir... Merci beaucoup, merci pour la question. Voilà. C'est notre manière de poser le débat en notre sein. Après, on n'a jamais été voir les opposants pour dire venez, on va faire tel débat. C'est notre manière de poser le débat en notre sein. Vous savez, je suis militant. C'est pas parce que je suis militant que je dois me taire et laisser quelques-uns décider pour moi. Moi, en tant que militant, si je ajoute dans mes cotisations, si je participe à l'animation de la vie de mon parti politique, j'ai l'obligation de dire voilà ma perception, voilà ce que je veux, celui que je veux pour 2026. C'est mon droit. Mais vous ne l'avez pas dit dans les instances du parti, vous le dites est-ce que c'est pas en discipline de groupe? Pour moi, pas en discipline de groupe. Vous savez, le BR n'a pas évoqué le sujet 2026 encore. Non, nous sommes en train d'orienter, de forcer la main au BR pour qu'il en parle. Je vais vous dire quelque chose. Le BR a combien de militants? C'est normalement là, lorsque le débat commence, c'est normalement, ça revient au parti politique de créer l'environnement pour qu'on puisse en parler. On a commencé le débat. C'est leur rôle maintenant, c'est le rôle des responsables de nos partis là. De dire, voilà, les gars sont en train d'anticiper sur ce qui va se passer en 2026. Créons l'environnement maintenant. Moi, j'ai toujours dit, j'ai fait un débat sur un forum de BR où je disais, bon, moi, j'ai proposé quelqu'un. Toi, tu proposes qui? C'est au parti maintenant. Pour que le débat soit fait. Oui. Et déjà, quel impact vous avez pu noter par rapport pour ces quelques temps que vous avez mené un peu les actions sur le terrain? Qu'est-ce que ça a créé au sein du parti? Au sein du parti? Oui. Vous ne voyez pas. Les gens ont réagi. Il a eu des réactions. Quel genre de réaction? Par contre, le Congrès régule maintenant comment est-ce qu'il faut faire la désignation des candidatures. Il y a eu des modifications des textes. C'est plutôt, non pas une réaction, une réaction certes, mais de recadrement peut-être. Je suis d'accord. Quelqu'un m'a posé une fois la question de savoir, Albert, on t'a vu suppléant du CA1, et tu seras candidat en 2026. J'ai dit, j'ai un objectif en 2026, c'est de faire d'Olivier Bokor président de la République du Bénin. Donc, à travers Olivier Bokor, je suis déjà candidat. J'ai fait mon choix. Laissons désignation. C'est parce que les gens sont concentrés. Vous voyez, moi, je pense développement du pays. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la hiérarchie de votre parti sur la façon dont il faut désigner le candidat. Vous pensez qu'une autre méthode est plus adaptée? Je voudrais juste les exhorter. Je voudrais juste les exhorter à écouter là-bas. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que la base est écoutée. Mais sur le sujet 2026, peut-être vous n'êtes pas écouté. Écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Les deux partis au pouvoir, UPR et BR, doivent remercier leurs militants. Vous savez, on a connu 4 élections et ils ont eu des militants disciplinés. Ils ont eu des militants à l'ordre. Il faut inviter les responsables. Vous allez dire sur quelle base les listes ont été faites pour les élections. Mais nous autres militants, on a accepté ces listes-là. Vous avez gobé tout ce qui a été fait, même si vous n'étiez pas d'accord. On a accompagné. Pas discipline.
Mais cette fois-ci, on dit, non, on ne va pas se faire surprendre. On tient à participer au débat. Voilà notre opinion. C'est maintenant au responsable du parti de créer un environnement pour qu'on puisse faire le débat. Nous, on a commencé par faire le débat. Nous, on a commencé par... J'ai même dit à quelqu'un, mais proposer quelle autre alternative. Moi, je suis en train de dire que c'est Olivier Bokor. J'ai des gens qui sont en train de dire avec moi, Olivier Bokor. Le parti dit que ce n'est pas encore l'heure de ce débat, qu'il faut plutôt finir les 2 ans et plus Et là, en réalisant les actions. Le PAG2, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire. C'est le devoir des partis. Le parti a constitué combien de personnes? Vous permettez, c'est du devoir des partis qui soutiennent l'action du chef de l'État de l'accompagner à atteindre ses objectifs, puisque vous avez dit finalement, c'est le bilan qui va parler à la place de Patrice Talon. Le parti, excusez-moi, le parti est composé de combien de personnes? C'est beaucoup de personnes. Beaucoup de Béninois se revendiquent être du BR. Mais il y a des instances dirigeantes qui Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. On est nombreux aujourd'hui à être membres du BR. Et aujourd'hui, là, combien occupent des postes? Combien sont ministres au gouvernement? Combien sont députés? Il y a ceux qui sont appelés à être concentrés sur le PAG. Il y a ceux qui accompagnent, ceux qui travaillent dans le gouvernement, ceux qui sont députés, eux, ils peuvent être concentrés. Même nous qui n'avions pas de poste là, permettez-nous d'animer la vie politique. Ils sont dans leur rôle. Ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés, ceux qui sont maires là, doivent être concentrés sur leur job. Mais nous qui n'avions pas de position là, nous on a l'obligation de contrer ce que l'opposition prépare. Militant, déjà, c'est un rôle. Je suis dans mon rôle de militant. Mon rôle de militant m'amène à orienter le débat politique dans mon parti. Et à dire ce que le parti demande de dire. Non. Je dois me prononcer. Et je dois être consulté. Le parti doit tenir compte de mon point de vue. C'est pas que je suis là et quelques-uns. C'est une position importante là. Dire que quelqu'un. Vous trouvez en quelqu'un le profil idéal pour être candidat en 2026. C'est une position majeure. Oui. Et lorsqu'on apprend que c'est un membre militant du BR qui le dit, vous qui plus est ancien candidat ou candidat malheureux. Pas malheureux, je suis le suppléant du CA11. Je suis le suppléant, c'est vrai que je n'exerce pas, mais je suis son suppléant. D'accord. Je suis le suppléant. Donc, ce n'est pas candidat malheureux. Je dis, ceux qui ont des positions, ceux qui ont été nommés, ceux qui sont au gouvernement, ont l'obligation d'accompagner le chef de l'État. Mais nous, on a l'obligation de dire, nous sommes sur le terrain, on va venir les démocrates. Vous voyez, ils sont en train de faire tel plan. Si on ne fait pas ci, je vous dis, la seule personne aujourd'hui capable de réunir toute la classe politique, toute la mouvance, même quelques-uns de l'opposition, pour 2026, c'est Olivier Bokor. Alors, dites-nous, vous savez, en 2000, pour les législatives dernières, on a connu quelques moments chauds, des zones de tension et autres. Comment vous voyez 2026? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décrisper l'atmosphère politique, pour qu'on n'ait plus à revivre ces souvenirs, ces instants de, disons, diaboliques là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, vous savez, les élections de 2026 seront à l'image des élections qu'on a connues en temps dans les années Kérékou, Soglo, où il y avait la joie, on finit de faire les élections. Donc vous convenez finalement avec moi qu'il n'y avait pas que la responsabilité de Boni Yayi dans les élections dont nous avons parlé. Poursuivez votre analyse. Écoutez, pourquoi vous me ramenez en arrière? Excusez-moi. Pourquoi vous me ramenez en arrière? C'est le débat qui l'impose. Allez-y. J'estime que 2026, il aura la joie. On ira aux élections et après on va se donner la main. Et nous autres, on va continuer la gestion du pays. Parce que je suis sûr d'une chose. Je vais vous faire une confidence. Ne le dites à personne. En 2026, on doit... Une confidence sur... Oui, ne le dites à personne. Mais écoutez la confidence. En 2026, le Bénin aura comme président ou président de la République, Olivier Bokor. Nous le gardez ça pour vous. C'est une confidence que vous faites. Quand vous allez sortir de là, le service commercial vous va faire une couture pour communication. Bon, il n'y a pas de souci. Ben, je vous dis, on fera les élections en 2026 dans la paix et après on va se saluer et puis moi j'estime qu'on va passer à autre chose, on va travailler pour le développement. Avant 2026, aujourd'hui, quelle est la priorité de Patrice Talon pour finir son mandat en beauté? Parce que vous êtes d'accord sur son diagnostic, sur son bilan, d'autres non. Pour vous, c'est quoi la meilleure perspective pour le Bénin d'ici les 2 prochaines années? Les 2 prochaines années, je dirais juste au chef de l'État de ne pas repousser chemin, de continuer. Et continuer tout le travail là. Après, que devant vous, là, vous avez vu, on est en train de travailler là. De continuer dans son élan. Il travaille, il sait, il a choisi de servir la population. Qu'il continue de servir. C'est un homme de conviction. Et je l'apprécie bien. Nous sommes dans les dernières minutes. Moi, j'ai observé quelque chose après la désignation de Boni Yayi comme président des démocrates à Parakou.
j'ai pas observé un Patrice Talon très préoccupé par le sujet. Vous avez eu la même impression? Je vous dis Vous en avez discuté entre vous Non, il a quel intérêt à être préoccupé? Le gars, il a déjà fini ses 2 mandats. Il n'est pas candidat. Maintenant, il n'a plus ce temps-là. Il est passé à autre chose. C'est comment faire pour finir. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui sont au gouvernement n'ont pas à faire ce débat-là. Même nous qui n'avions pas de responsabilité là, nous avions nous autres militants là, on peut faire le débat. Est-ce que ce n'est pas une échappatoire? Ce n'est pas une façon de se positionner? Ce n'est pas des signes avant-coureurs pour que si votre candidat, celui que vous désignez aujourd'hui, parvenait au pouvoir, vous soyez les plus récompensés? Parce que c'est une méthode qui a marché depuis des temps anciens et qui pourrait encore marcher dans la vie politique. Est-ce que quand ce n'est pas vraiment de grandes convictions, encore que jusque-là, vous ne nous avez pas parlé de programme, vous avez encore personnalisé le débat politique. Pourtant, vous m'aviez marqué un but tout à l'heure en disant que je convenais avec vous qu'il faut dépassionner le débat et enlever les personnalités du débat. Finalement, est-ce qu'on ne tourne pas en rond? Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner dans un cercle vicieux? On ne tourne pas en rond. Je vous ai dit, vivant 2026, 2026, vous allez m'inviter. Vous allez inviter aussi quelqu'un de l'autre camp. On parlera développement. Et qu'est-ce que vous nous proposez pour cette échéance? C'est quoi l'urgence pour le Bénin après 2026? En 2026, en éducation, en santé, en développement du capital humain, dans les différents domaines du Bénin. Vous m'avez pas permis. Tout à l'heure, j'ai voulu parler de mon candidat. Vous avez dit que je vais passer au service commercial. Vous voulez que je... Non, je ne parle pas d'une candidature. Un candidat exécute un programme. Quelle est l'urgence à laquelle vous apportez solution à travers... On aura le temps de venir vous voir avec un programme bien élaboré pour 2026. D'accord. On sait qu'en fin de mandat, en fin de gestion, disons, de mandats comme ça, il y a souvent des saignées au niveau des partis politiques, soit de l'opposition qui viennent vers la mouvance, soit de la mouvance qui vont vers l'opposition. Vous présagez cela aussi Je ne crois pas. Ils vont rester, ceux qui sont dans l'opposition vont rester dans Peut-être les gens vont l'opposition. quitter l'opposition pour chez nous, mais vous ne verrez personne de la mouvance aller vers l'opposition. Les législatives dernières ont donné lieu à ça, des gens qui ont quitté la mouvance pour l'opposition. Pourquoi vous me ramenez chaque fois en arrière? Justement, c'est un fait politique. Comment est-ce qu'on va des références qu'en 2026, on ne va pas assister à ça? Moi, je vous rassure qu'on ne va pas assister à ça. En 2026, on ne va pas assister à ça. Vous verrez des gens défendre la candidature. Bon, je ne vais pas appeler le nom. Justement. Allez, merci. Monsieur Dagan, Darius Cedro Albéric, vous êtes notre invité de ce dimanche sur Zone Franche. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous avons parlé, par exemple, actualité politique, les jeunes et la part qu'ils prennent dans le débat politique. Nous avons parlé de Boni Yahi, désormais président du parti Les Démocrates. Et puis, nous avons scruté l'horizon 2026 sur cette émission qui est terminée. Votre mot de la fin pour boucler? Mot de la fin, j'aurais aimé qu'on parle un peu de l'actualité internationale. Vous l'avez annoncé. Ouais, je l'avais dit si on avait le temps, mais bon, on a tellement... J'aurais aimé qu'on le fasse, mais on ne l'a pas fait. Mon mot de la fin, c'est d'inviter tous les Béninois à être sereins. Pas de publicité surtout. C'est d'inviter tous les Béninois à être sereins. Le chef de l'État travaille pour vous, pour nous, et celui qu'on prépare travaillera encore mieux pour vous. D'accord. Merci à vous pour votre disponibilité. William Clécan se reprend dimanche prochain. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, téléspectateurs, qui nous suivez tous les dimanches. À bientôt.